J'en ai ras-le-bol, c'est matin, midi, soir. Je parle pas de la stigmatisation, peu importe le sujet. C'est juste que depuis que Retailleau il est là, on parle que de ça, de l'Algérie, du voile, de l'Algérie, du voile de l'Algérie. Moi personnellement, je suis musulman, j'en ai ras-le-bol. Je suis un mec, ça va. J'aurais été une femme, franchement, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais barré, je sais pas où. C'est chiant, 15 ans. Maintenant, après, on va faire 12 ans. Après, le voile à l'école, la burqa, les accompagnatrices scolaires, les machins, les chouettes, les bidules. Oh, on est fatigué en fait, les gars. On est fatigué et je suis désolé. Vous avez une part de responsabilité, vous les journalistes. Vous avez une ligne éditoriale. Si vous suivez à chaque fois les agendas des politiques, on s'en sort pas. On en débat. Ça vous permet de prendre la parole. Ouais, pardon, mais excusez-moi. Un auditeur de Truy, Bruno Retailleau et Olivier Truchot en direct. Il était invité sur le plateau de RMC afin de réagir à un débat une fois de plus centré sur l'islam et les musulmans. Mais cette fois, l'émission a pris un tournant inattendu. L'auditeur a pris la parole et tout a basculé. Excédé par l'obsession médiatique autour du voile et de l'Algérie, il a explosé en direct, dénonçant un discours politique calculé, une stigmatisation permanente et un traitement médiatique jugé complice. Face à Olivier Truchot et ses avocats, il n'a laissé aucun répit. Il a brisé le cadre du débat, retourné la table et mis tout le monde face à ses responsabilités. Comme vous allez le voir, il va littéralement mettre KO les intervenants avec une intervention aussi puissante qu'inattendue. S'il vous plaît, vous me coupez pas. Non, allez-y. Du coup, je le connais, Olivier. Du coup, j'en ai ras-le-bol. En fait, j'en ai ras-le-bol. C'est matin, midi, soir. Je parle pas de la stigmatisation, peu importe le sujet. C'est juste que depuis que Retailleau il est là, on parle que de ça, de l'Algérie, du voile, de l'Algérie, du voile de l'Algérie. Moi, personnellement, je suis musulman, j'en ai ras-le-bol. Je suis un mec, ça va. J'aurais été une femme, franchement, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais barré, je sais pas où. C'est chiant, 15 ans. Maintenant, après, on va faire 12 ans. Après, le voile à l'école, la burqa, les accompagnatrices scolaires, les machins, les chouettes, les bidules. Oh, on est fatigué en fait, les gars. On est fatigué et je suis désolé. Vous avez une part de responsabilité, vous les journalistes. Vous avez une ligne éditoriale. Si vous suivez à chaque fois les agendas des politiques, on s'en sort pas. On en débat. Ça vous permet de prendre la parole. Ouais, pardon, excusez-moi. Hicham, on le fout à la poubelle. Du coup, Hicham, je vais vous interrompre, mais là, le rapport, c'est un rapport officiel qui a été rédigé par 2 hauts fonctionnaires, et il y a un conseil de défense aujourd'hui présidé par Emmanuel Macron. Alors, on peut ne pas en parler, mais dans ce cas-là, on censure alors. On peut en parler, on censure pas. Ce que je dis, c'est juste que l'islam prend une majorité de temps d'antenne, peu importe, islam. En fait, et moi, ce qui me dérange, je vais vous dire ce qui me dérange exactement, c'est que tout ça, on roule pour l'agenda de Monsieur Retailleau. Et ça m'emmerde. Et franchement, je vais vous dire un truc. Là, en fait, on est juste en train de pousser les gens à croire de plus en plus, à s'investir en plus de manière dans l'association, dans plein de choses, à leur religion, à leur communauté. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est la double peine. Soit on veut s'intégrer à la France, on veut avancer dans le même sens et on nous ferme les portes, donc on se replie, on est communautaire. Soit on se dit bon le voile, c'est pas ce qui est dit. On va pas le mettre. Non mais en fait ce qui est chiant. En fait ça provoque l'effet inverse, c'est ce que vous dites. Mais non, mais ces gens Mais j'aimerais avoir votre avis, Hicham, sur le rapport. Oui. Sur le fond du rapport, est-ce qu'il y a un islam politique sécrété par les frères musulmans qui veut faire de l'entrisme dans notre pays? Alors je vais te répondre, monsieur Didier Géraud. Si, il y a des frères, cette nébuleuse frères musulmans. Moi, je sais pas qui c'est ces frères musulmans. Moi, j'habite à Verneuil-sur-Seine, Vernouillet. J'ai des amis qui sont au Muro, à Mantes-la-Jolie. Ils sont ingénieurs, ils sont pharmaciens, ils sont infirmiers, ils sont dans la vie de tous les jours. On est musulmans, merde. Laissez-nous tranquilles. Les frères musulmans, s'il y a un problème, tu les traduis en justice. Tu fermes les mosquées qui posent problème. Mais arrêtez de nous faire chier avec ce sujet depuis 20 ans. C'est fatigant. Ça, c'est pas fou. Il a pas tort, Hicham. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi de la part des politiques. Il y a aussi un certain cynisme politique de laisser les sujets non traités pour surfer là-dessus. Ouais. Je veux dire, effectivement, il a raison, Hicham. Si c'est un problème, on interdit, on arrête, etc. Et on tergiverse. Vous avez dit quoi quand la Jordanie a interdit cette mais arrêtons de parler de la Jordanie, de l'Iran, non, mais... de sortir des exemples. Oui, mais eux, ils ont interdit les frères musulmans. Nous, on n'est pas capable de le faire. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent en Jordanie, nous on est en France. Si vous connaissez un frère musulman, monsieur Didier Giraud, vous pointez au commissariat, vous dites que lui, il est frère musulman, je porte plainte. Mais c'est pas interdit, non, c'est pas interdit d'être frère musulman. C'est bien ça le problème, c'est pas interdit. Mais comme tout le monde veut interdire tout concernant l'islam, un coup c'est le voile, un coup c'est la viande, un coup c'est les sorties scolaires avec les mamans voilées, on en a ras le cul en fait. On en a ras le cul d'être stigmatisé matin, midi et soir. Mais vous n'êtes pas stigmatisé. Précisément, Hicham, une question.
Une question. Ce que j'aurais voulu entendre dans votre discours, c'est je suis musulman français et je condamne fermement toute idée que la femme puisse pas être libre, etc. Et en fait, pardon, c'est pas vous demander, c'est pas vous demander c'est pas vous stigmatiser, c'est vous demander de dénoncer les choses avec nous. Mais moi, je dénonce tout ce qu'il y a à dénoncer. Mais à un moment donné, vous, sous prétexte de liberté, vous voulez bloquer toutes les femmes. Elles n'ont plus le droit de faire sortie scolaire, elles n'ont plus le droit d'aller au sport, elles n'ont plus le droit d'avoir 15 ans. Ne retournez pas le sujet, vous voyez, mais je retourne pas. Dans notre conversation, j'ai essayé de savoir de quel côté vous étiez. Et là, j'ai le sentiment que vous jouez la victimisation, le côté les musulmans souffrent, et ben c'est la stratégie des frères musulmans. C'est exactement la stratégie des frères musulmans. C'est exactement ça. Je suis croyant, je suis musulman, mais écoutez-moi, je suis croyant, je suis musulman, mais je suis pas frère musulman. Vous n'allez pas me mettre dans une case. Et votre problème, vous avez la même stratégie de victimisation. Vous polarisez le débat. C'est noir ou blanc. On peut pas être dans la nuance avec vous. C'est vous qui avez dit, dès qu'on parle du voile, c'est une stigmatisation des musulmans. Ben non. C'est vous qui utilisez le terme c'est vrai que dans l'année, on en parle beaucoup. Je n'ai pas parlé de stigmatisation. Vous faire un discours victimaire. Moi, ce que je dis, sur 365 jours dans l'année, s'il n'y a pas 300 jours où vous n'avez pas parlé de l'islam, BFM, CNews, les consorts, vous êtes malades. À un moment donné, il faut arrêter. C'est chiant. Hicham, est-ce qu'on a un problème avec l'islamisme dans notre pays? Radical. L'islamisme, c'est radical. Monsieur Truchot, monsieur Marchal... Est-ce qu'il y a des centaines de Français qui sont morts au nom de cette idéologie? Oui ou non? Monsieur, encore une fois, vous surfez sur... Vous mettez la... Mais je ne surfe sur rien, c'est la réalité. Des gens ont tué des Français au nom de l'islamisme dans notre pays, des centaines de morts. Monsieur, ça... C'est votre point Godwin. On peut plus discuter. Voilà. Vous me parlez de mort. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vous parle du voile à l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans. Comment vous allez dire à une gamine de 15 ans, c'était la abaya à l'école, c'était le voile. Après l'université. Est-ce qu'il faut voiler les gamines de 15 ans? Non mais ça sert à quoi? Non mais du coup, on peut renverser le sablier. Hicham, on va renverser le sablier. Ça sert à quoi qu'une gamine de 12 ans aille à l'école voilée? Voilà. Expliquez-moi, Hicham. Mais moi, j'ai pas de problème au fait qu'elle soit pas voilée ou qu'elle soit voilée. Bah voilà. Moi, j'ai aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'on donne la liberté aux gens et ne pas l'imposer. Le voile n'est pas un vêtement de liberté, le voile, pardon. C'est vous, de votre chaise, de votre bureau, à porte de Sèvres. Mais c'est pas, non, sont les valeurs françaises. Hicham. Le voile ne peut pas être en Iran. Ne peut pas être en Iran. Un vêtement symbole. Je termine. Non, Hicham, attendez. Hicham, si vous parlez tout seul, il n'y a pas de débat. Le voile ne peut pas être en Iran un symbole de tyrannie. Il y a des femmes qui sont mortes pour simplement avoir voulu enlever leur voile et m'expliquer qu'en France, c'est un vêtement de liberté. Moi, ça peut pas être un vêtement de liberté en France. Les femmes, elles sont pareilles partout. Je veux dire, c'est l'universalité. Il faut avoir un discours universel. On peut pas avoir deux discours en Iran et en France. Moi, j'ai pas de discours. Moi, je dis juste que... vous nous dites que c'est pas brave. Non, moi, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, et je maintiens ma position, c'est que l'islam, c'est la carte joker du Uno qu'on sort quand on n'a plus rien à dire, quand tous les problèmes de la France ne sont pas résolus. Et ça m'emmerde. Sûrement que vous avez un peu raison. Mais peut-être, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on surfe. Mais sauf que c'est pas nous qui la sortons. Qu'on surfe sur ce sujet. D'ailleurs, Gabriel Attal, les grandes gueules ont été assez critiques sur sa démarche. Truchot Marchal, c'est pas vous le problème. C'est pas les médias. Un peu. C'est le fait que vous vous calquez. Ouais, mais un peu quand même. Vous vous calquez sur l'agenda politique. L'agenda politique de Attal. Attal, il a rien fait pendant 4 ans. Il était au gouvernement. Et là, il nous pond un truc comme ça. Il lance une pièce, un ballon d'essai. Tiens, et en fait, c'est à qui va se droitiser le plus dans ce pays. Et après l'intervention choc d'un auditeur face à Retailleau et Truchot, la tension ne redescend pas. Cette fois, c'est Arthur qui était invité sur le plateau de BFM afin de répondre à un militant pro-israélien, et le résultat est sans appel. Face aux tentatives de relativiser les morts à Gaza, Arthur démonte point par point les arguments, rappelle les faits, l'histoire, les chiffres, les responsabilités. Il refuse le chantage émotionnel et refuse que le mot génocide soit vidé de son sens. Le débat dérape, l'interlocuteur s'agite, tente de le piéger avec des questions fermées, mais Arthur garde le cap. Il expose calmement l'hypocrisie des discours officiels, les manipulations médiatiques et dénonce le 2 poids 2 mesures dans la perception des victimes. Comme vous allez le voir, Arthur renverse le plateau, impose les faits et réduit au silence son contradicteur.
Mais attendez, une seconde. Vous vous rendez compte que nous, on entend ça. On entend le mot génocide. Pour nous, ça signifie 6 millions de morts. Ça signifie une population qui faisait 17 millions de personnes, qui passe à 11 millions de personnes et qui vient de retrouver 17 millions de personnes à Gaza. C'est dramatique. Des enfants meurent, des hommes meurent. Le Hamas a mis tout son peuple en bouclier humain, et on sait que et même Israël sait que cette histoire-là est irrésolvable d'une certaine manière. Mais le peuple palestinien, c'est 450 000 personnes dans les années 50. Ils sont aujourd'hui 5 millions. Tout va bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans, il n'y a pas 6 millions de morts comme il y a eu dans les camps. Il n'y a pas eu 2 millions de morts comme ce qui est un génocide comme il y a eu au Rwanda. Il n'y a pas 1 million de morts comme l'ont subi les Arméniens. Pas sûr que dire on parle pas de la même chose. Tout va bien en parlant de Gaza soit totalement approprié. Je dis pas que tout va bien. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit, mais tout va bien par rapport au camp de la mort. On peut pas comparer. C'est un peu comparable. Déjà, on peut pas utiliser le même vocabulaire pour Auschwitz et pour Gaza. J'aimerais rappeler qu'il y a quelques jours, on a fêté l'anniversaire de la Nakba. La Nakba, c'est le départ forcé de 750 000 Palestiniens, le massacre de 15 000 Palestiniens, enfants compris. Donc vous citez un chiffre de population par exemple qui date des années 50, donc aussi d'une certaine manière vous omettez aussi le départ forcé et l'exil forcé de centaines de milliers de Palestiniens qui aujourd'hui aimeraient avoir le retour. Vous dites que Israël aussi pourrait ou aimerait trouver une solution viable à ce qui se passe. Non, Israël revendique par Netanyahou, par Smotrich. Si les otages sont rendus, la guerre s'arrête. Non, c'est faux. C'est faux. Et vous le savez? Les otages, quelques jours après le 7 octobre, le Hamas a dit on veut une paix, on veut un cessez-le-feu en tout cas, on est prêt à rendre tous les otages. Le Hamas a réitéré cette proposition plusieurs fois. Et je ne suis pas en train de défendre le Hamas. Je suis en train de dire, je suis encore en train de dire des choses factuelles. Le Hamas a toujours proposé de rendre tous les otages. Mais le génocide israélien, la disparition de l'État d'Israël, mais la disparition de l'État d'Israël, elle est écrite dans la charte du Hamas. Attendez, on peut pas laisser dire sur notre plateau des choses qui sont totalement fausses. Vous pouvez pas dire annoncer ça, dire que c'est factuel, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux, pardon, c'est faux. Le Hamas n'a jamais dit je rends tous les otages et tout s'arrête et c'est en échange d'un cessez-le-feu, puisque dans le même moment, Israël bombarde. Mais il y a eu des cessez-le-feu. Il y a eu des cessez-le-feu. Et pendant le cessez-le-feu, Israël a continué à tuer. Non, il y a eu des cessez-le-feu et tous les otages ont été rendus. Israël n'a pas respecté le cessez-le-feu. Et la grande majorité des otages ont été tués dans des bombardements israéliens. Vous ne parlez jamais des roquettes qui ont été envoyées aussi sur Israël, qui continuent à être envoyées depuis le Yémen maintenant. Pourquoi vous en parlez jamais? Des roquettes envoyées sur Israël? Oui, depuis le Yémen. Moi, je suis venu pour parler de la Palestine, de Gaza. Donc ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez fou. Au début, on vous invite pour un assassinat à Washington, et vous faites finalement. D'un côté, on a pour parler de Gaza. Une armada de guerre de dernière technologie financée par les États-Unis, par l'Europe, par son accord, par exemple, avec Israël, qu'il est justement en train de réfléchir à mettre en pause. Et qui finance le Hamas? Des armes de dernière technologie. Le Hamas peut être financé par d'autres pays, bien sûr. Mais vous voyez bien que les moyens militaires par qui de ces organisations-là ne sont pas les mêmes que les moyens militaires d'Israël. Qui finance le Hamas? Le Hamas est financé en partie par l'Iran et financé par d'autres pays, mais là n'est pas la question. Nous finançons. La question est que faisons-nous en France? Comment nous mobiliser pour que cela cesse, pour que des centaines de milliers de personnes arrêtent de mourir? Ça passe tout le monde souhaite la fin de la guerre, ça c'est évident. Par l'arrêt des ventes d'armes, ça passe par la fin de l'accord UE-Israël, ça passe par des sanctions économiques, des sanctions militaires. Israël et contre le Hamas, qu'est-ce que vous faites? Pouvoir se financer pour. Alors, parce que c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre? Non. C'est pas le Hamas qui a déclenché la guerre, le 7 octobre? Alors le 7 octobre, moi je condamne tous les crimes contre l'humanité. Non mais est-ce que c'est le Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre? Je condamne tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Vous ne répondez jamais à la question. Est-ce que c'est le Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre? Essentiellement, j'ai vu M. Bayrou qui faisait la même déclaration. Non, mais parlez pas de François Bayrou. J'en ai pour 20 secondes. Mais vous pouvez me répondre oui ou non. Est-ce que c'est le Hamas? J'ai bien le droit de contextualiser vos questions. Oui, non, elles ne sont pas possibles. Est-ce que le Hamas a déclenché la guerre le 7 octobre? Elle est simple, ma question. Alors, ma réponse sera... Toujours, on essaye de répondre oui, non. Là, ce n'est pas le sujet. Là, avec ce qui se passe depuis plus d'un an, on essaye justement d'essentialiser tout ce qui se passe depuis plus d'un an et demi avec le génocide aux attentats du 7 octobre. Ce qui se passe aujourd'hui découle d'un processus. D'accord, mais est-ce que le 7 octobre, la guerre a été déclenchée par le Hamas? La guerre n'a pas été déclenchée par le Hamas. Le 7 octobre fait partie d'un accélérateur qui a permis aussi à Israël de justifier le génocide. Quelque chose. Vous vous rendez compte que vous êtes en train d'importer en France une espèce de logique complètement folle qui conduit à l'assassinat de juifs ici? Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous avez déjà été dans les territoires? Non.
Moi, j'y étais. J'ai essayé de faire avec mon ami, avec un de mes amis, du financement en fait des territoires, de faire la paix là-bas. J'étais à Ramallah, j'étais à Hébron, j'étais côté arabe et comme voilà. Donc, arrêtez de jouer avec ce conflit. Parce que ce conflit, vous êtes en train de l'importer en France, dans un pays qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, vous dites qu'Israël n'est pas responsable du génocide. C'est ce que vous avez dit dans votre propos. Je dis que ce n'est pas un génocide, je dis que c'est des actes de guerre et que c'est des actes dramatiques et graves, évidemment. Et que peut-être qu'il va falloir penser à changer de gouvernement israélien. Ça, je n'ai pas de problème. Eh bien, qu'on fasse des élections. Thierry Arnaud. Ce qui est terrible, c'est que... Et après Arthur, c'est au tour d'un nouveau scandale. François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation, était resté discret sur l'affaire Betaram jusqu'à aujourd'hui. Des documents internes et des témoignages révélés en direct viennent contredire sa version officielle. Alors qu'il affirmait n'avoir eu qu'une connaissance partielle du dossier, ces nouvelles preuves indiquent au contraire qu'il suivait l'affaire de très près dès l'époque. Le premier est une lettre manuscrite que le recteur de l'Académie de Bordeaux lui transmet par fax le 15 avril 1996. Monsieur le ministre, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous prie de trouver le rapport concernant la situation à Notre-Dame de Betaram. Le rapport me semble sage, objectif et favorable à Notre-Dame. PS, je vous enverrai par fax à Paris la version dactylographiée dès que je l'aurai. Effectivement, dès le lendemain, le ministre reçoit une nouvelle fois le rapport, comme le montre ce second courrier. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous faire parvenir le rapport concernant la situation à Notre-Dame de Betaram. François Bayrou a donc été informé quasiment en temps réel des conclusions de l'inspecteur. Interrogé sur ce point, son cabinet ne nous a pas répondu. Ce rapport d'inspection mené le 12 avril 1996, le voici. 3 pages, rédigées suite à une journée d'entretien avec le directeur, des élèves et des professeurs. En introduction, l'inspecteur explique le contexte. Dans cet établissement qui a fait l'objet ces derniers jours de nombreux articles de presse et de reportages sur différentes chaînes de télévision, règne actuellement un climat d'inquiétude et de désarroi, aussi bien au niveau de la direction qu'à celui des personnels. Il est bien indiqué que la direction reconnaît et regrette les violences envers l'élève qui a porté plainte, et écrit concernant la professeure de mathématiques. Ce professeur connaît d'ailleurs de sérieuses difficultés dans ses classes et ses relations avec les élèves sont mauvaises. Je n'ai pu la rencontrer car elle était encore en arrêt de travail. Ses collègues professeurs montrent que cette enseignante est arrivée dans ce collège avec un état d'esprit très négatif. Elle aurait exprimé son intention de démolir Betaram. Il conclut : Notre-Dame de Betaram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Et préconise une mutation de la professeure, tandis que le surveillant, qui a perforé le tympan de Marc, doit juste reconsidérer sa conception de la discipline. À l'époque, beaucoup se félicitent des conclusions de ce rapport. Le directeur de Betaram remercie directement l'inspecteur. Comme nous le montre ce courrier daté du 5 novembre 1996, jamais révélé. Il y indique avoir mis en œuvre les préconisations demandées et écrit « Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Betaram vive. » Le ministre Bayrou se rend lui sur place pour une visite officielle avec le ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy, comme on le voit sur ces photos prises en mai 1996. À l'époque, il réagit pour la première fois à la plainte pour violence déposée contre Betaram dans le quotidien Sud-Ouest. J'en ai beaucoup entendu parler. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le parent d'élève qui parle, c'est le Béarnais. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. La justice condamnera pourtant le surveillant violent, un mois plus tard.
À 88 ans, l'auteur du rapport plutôt bienveillant de l'Éducation nationale a témoigné sur notre antenne. Il reconnaît aujourd'hui un travail bâclé. C'était vraiment du raccourci et du pressé. J'ai très certainement fait un rapport qui correspondait à ce que j'ai vu et entendu ce jour-là, mais pas forcément à ce qui se passait après ou avant.